Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos de déballage de la boîte investigateur du cycle Le Festin de Hemlock Vale. On approche de la fin, voilà, tout ça c'est les cartes qui restent. Aujourd'hui, première vidéo de 3 de mémoire, consacrée aux cartes neutres. Voilà, les 3 cartes neutres de niveau 0 de ce cycle. Alors la première carte, langue surnaturelle, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, trait rituel, utilisation 4 charges, vous avez le droit de jouer des événements comportant l'action. Ah oui, j'ai failli oublier. Donc le texte en français, il y a une erreur. Alors là, ce coup-ci j'ai pensé, j'ai ajouté la carte. Est-ce que je vais... Voilà, j'ai ajouté la carte à la liste des cartes Arkham dont il faudrait que je corrige le texte une fois que j'aurai fini la liste, une fois que j'aurai pris le temps de revérifier comment on fait pour suggérer au type qui gère ArkhamDB un changement sur les cartes. De mémoire, c'est un système pardon, c'est un système de fichiers pour les gens qui connaissent un peu. Pour autant que je me souvienne, c'est un système de format JSON et il faut éditer le fichier, proposer une modification via... Enfin, c'est un système de comment on appelle ça déjà, c'est le matin, de versification. Donc sur GitHub, on dit je propose ces changements-là, on met un commentaire du style correction de quelques erreurs de traduction de la version française. On suggère, alors je sais pas s'il fait confiance automatiquement, s'il dit bon j'aimerais que d'autres francophones me confirment que c'est pas complètement con, et au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines, hop, le texte est mis à jour sur le site, voilà. Bref, donc, voilà. Alors, le texte ici, d'ailleurs, je vais vérifier rapidement. Donc, ça serait le texte en français, ça serait le texte officiel qui serait faux. Bizarre. Bon, en tout cas, moi je me réfère à la VO. Donc la VO dit, vous pouvez jouer des événements avec discussion depuis votre pile de défausse comme s'ils étaient dans votre main. En tant que coût additionnel pour jouer un événement de cette manière, dépensez une charge de langue surnaturelle. Après que cet événement a été résolu, retirez-le de la partie. Alors quelle est la différence ? La différence c'est que le texte en français là dit qu'il faut qu'il y ait une action discussion. Donc le mot discussion en gras. Le texte en anglais, le texte en VO, qui fait toujours foi dans tous les jeux, c'est le texte originel, donc dit il faut que la carte mentionne la discussion. Pas forcément que ça soit une action de discussion. Et d'ailleurs, FAQ, question, est-ce qu'on peut utiliser langue surnaturelle pour jouer mouchard depuis la pile des fosses ? Réponse, oui. Et si on regarde le texte de mouchard, il n'y a pas d'action de discussion dessus, mais il y a marqué à jouer après que vous avez réussi un test de compétence en discutant. Et là, en anglais, voilà, c'est while parlaying, donc il y a bien parler. Alors, c'est la forme conjuguée du verbe, mais il y a bien parler. Bref, je reviens à la carte. Donc on a un soutien qui, à 4 reprises, alors je me suis rendu compte, j'ai pas mentionné ça, mais ça utilise des charges, il y a des trucs, il y a des cartes de recharge, la carte recharge, l'étudiant énigmatique qui peut transférer des charges, honnêtement là j'en ai pas discuté, mais bon, vous avez 4 charges, j'ai toujours du mal à savoir comment tourner ma main, voilà, vous avez 4 charges, et donc 4 utilisations, et si vous jouez Akashi Oniele, vous avez 5 charges, et si vous avez d'autres effets, potentiellement cet exemplaire-là vous servira à 6, 8, 15 reprises. Bref. Donc voilà, cette carte-là vous permet de rejouer des événements qui mentionnent la discussion dans leur texte. Bon, j'ai essayé de les lister, j'en trouve 18, voilà. J'ai regardé en anglais,
Donc voilà, je pense qu'effectivement il y en a bien 18 dans la liste. Et ben... Concrètement, on a une carte qui permet de rejouer des événements, on va voir lesquels sont les plus intéressants. Déconcerté, c'est un événement chercheur, c'est de niveau 3, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi, en cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ensuite, si l'ennemi est non élite, échappez-lui automatiquement, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Bon, un test avec la compétence généralement la plus élevée pour les chercheurs. Bah alors la difficulté, la valeur d'évasion de l'ennemi, c'est variable, mais a priori si vous jouez cette carte là, c'est que, pour de l'indice, c'est que ça vous semble plus... non, je vais reformuler. Donc vous jouez ça, la difficulté, la difficulté est ce qu'elle est, mais si vous réussissez en une action, vous avez 2 indices, ce qui est déjà toujours appréciable, et si l'ennemi est non élite, on lui échappe. Donc, vous êtes dans un lieu avec un ennemi, si vous enquêtez, attaque d'opportunité. Là, vous échappez à l'ennemi, c'est le premier effet intéressant, vous trouvez 2 indices, voilà, comme si vous aviez fait 2 enquêtes ou une enquête avec déduction, et en plus, s'il est non élite, donc c'est pas l'ennemi le plus pénible du scénario, mais quand même, il vous ferait une attaque d'opportunité en cas d'enquête, il ne se redresse pas. Donc vous avez utilisé votre première action pour... lors de votre première action, vous avez trouvé 2 indices, il vous reste 2 autres actions, potentiellement 2 autres indices, phase d'entretien, il ne se redresse pas, au prochain round, vous avez 2 actions pour 2 autres indices, et avec la dernière action de votre prochain round, de votre prochain tour au round suivant, vous sortez du lieu. Donc 6 indices trouvés dans un lieu, alors même qu'il y a un ennemi. Et donc au round N, vous jouez cette carte-là, l'ennemi ne se redresse qu'au round N plus 1, il se redresse à la phase d'entretien, donc après la phase des ennemis, donc il vous attaque pas au round N, il vous attaque pas au round N plus 1, round N plus 2, vous pouvez rejouer ça depuis votre défausse. Et dans ce cas-là, il vous attaque pas au round N plus 2, il vous attaque pas au round N plus 3. C'est quand même bien efficace. Mouchard, justement, dont on parlait il y a peu, eh bien, un événement donc truand de niveau 2, qui coûte 1, rapide à jouer après que vous avez réussi un test de compétence en discutant. Découvrez 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Action rapide. Tout ce que vous avez à faire, c'est réussir un test de compétence en discutant. Alors, rappel encore une fois, réussir un test de compétence, ça veut dire qu'il a fallu faire le test. Les tests réussis automatiquement ne déclenchent pas le après que vous avez réussi un test. Attendez, quoique. Je suis en train de réfléchir que je dise pas de bêtises. Je crois. J'en suis sûr à 99%. Voilà, je suis sûr à 99% que chaque fois qu'il y a une formulation du style après que vous avez fait ça avec succès, il faut qu'il y ait eu le test. Et voilà, par exemple, après que vous avez réussi à échapper, ce n'est pas déclenché par échapper automatiquement. Bon, sûr à 99%, mais je vous encourage à vérifier comme à chaque fois que je dis que je suis sûr à 99%. Bref, vous avez réussi un test de compétence en discutant, 2 indices, ça vous coûte une ressource et pas d'action. Et c'est parmi votre lieu et les lieux connexes. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Semer la zizanie, version de niveau 0. Ah oui, pour chaque carte, bien évidemment, comme elles sont pour la plupart de ce cycle-là, je vous encourage à aller regarder la vidéo qui détaille la carte en question. Donc, événement, niveau 0, qui coûte 3, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de l'ennemi choisi. En cas de réussite, infligez 2 dégâts à chaque ennemi dans votre lieu. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, après la résolution de cet effet, il y a beaucoup trop de virgules dans cette phrase, vous avez le droit de vous désengager de chaque ennemi et de vous déplacer vers un lieu connexe. C'est un peu la dynamique des truands.
sauf que vous ne vous prenez aucun dégât sur vous. Voilà. Donc, il y a... Alors peut-être pas s'il y a un seul ennemi, mais bon, il y a 2 ennemis. Faites un test de difficulté variable, de 1 à 4, de 1 à 3 plutôt la plupart du temps, éventuellement 4, en cas de réussite, 2 dégâts à chaque ennemi. Pardon. Vous n'avez pas besoin d'être engagé avec les ennemis. Les ennemis peuvent être distants. Je suis en train de réfléchir, ouais voilà. Tiens, par exemple, exemple tout bête, vous jouez la campagne de Dunwich, vous n'avez vraiment pas de chance, il y a 3 engoulevents dans votre lieu. Bah, avec cette carte-là, paf, vous tuez tous les engoulevents d'un coup. Bon, s'il y a 3 engoulevents dans votre lieu, vous aurez peut-être des difficultés à réussir le test de compétence, mais on reparlera d'une carte plus tard. Bon bah voilà, et puis si vous réussissez de 2 ou plus, vous vous désengagez de chaque ennemi, vous déplacez dans un lieu connexe, et là justement, vu que vous n'êtes plus dans le lieu, c'est peut-être le moment pour que le combattant qui était sorti du lieu avant, mauvais exemple, bon, si par exemple vous êtes biclassé truand gardien, genre Schizotool, et semez la zizanie, vous infligez 2 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Vous avez réussi 2, vous désengagez, vous déplacez dans le lieu connexe, et puis vous lancez une dynamite dans le lieu que vous venez de quitter. Alors, total de 8 ressources. Pardon, total de 8 ressources, mais aussi total de 5 dégâts. Total de 5 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Voilà. Alors la carte améliorée, semer la zizanie, je l'ai déjà mentionné dans la vidéo où j'en parlais, elle est moins intéressante, je trouve. Vamp de niveau 3, qui est vraiment génial. Discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et n'importe quel nombre de compétences, une à la fois dans n'importe quel ordre, effectuez un test pour chaque compétence choisie de difficulté 2. Pour chaque test que vous avez réussi, si vous avez effectué un test de volonté, vous retirez une fatalité de cet ennemi, intelligence, vous découvrez un indice dans le lieu de cet ennemi, agilité, vous échappez automatiquement à cet ennemi, s'il est non élite, vous le déplacez vers un lieu connexe, et de force, vous infligez 2 dégâts vous infligez 2 dégâts à cet ennemi. C'est le couteau suisse des decks discussion. Je vais y arriver. Le test de volonté, ça gère les cultistes. Le test d'intelligence, ça fait découvrir des indices sans enquêter. Par exemple, si vous ne pouvez pas enquêter ou si l'enquête est trop difficile. Le test d'agilité, ça fait échapper automatiquement à des ennemis, y compris élite, voilà. Je pense par exemple à Dunwich, comment il s'appelle déjà, Silas Bishop, voilà, vous lui échappez, je crois qu'il a 7 d'agilité, voilà, vous lui échappez automatiquement, et maintenant vous enquêtez tranquillement dans son lieu. Et force, vous gérez les petits ennemis, y compris les ennemis distants, voilà. Et vous pouvez faire les 4. Donc, il y a un ennemi dans votre lieu, vous dites « Oh tiens, un ennemi cultiste dans mon lieu », par exemple si c'est le scénario Les échos du passé de Carcosa, « Ah, il y a un chercheur de Carcosa dans mon lieu, c'est pénible, je lui retire sa fatalité, je prends un indice de son lieu, je lui échappe automatiquement, ça je m'en fous, mais je le déplace dans le lieu, dans le lieu dans lequel se trouve... pas dans cet ordre-là plutôt. Je lui retire une fatalité, je découvre un indice dans son lieu, je lui inflige 2 dégâts, je lui échappe automatiquement et je l'envoie dans le lieu connexe. Et maintenant c'est au tour de Zoé Samaras. Elle a le sifflet anti-émeute, elle dit j'utilise mon action bonus, j'engage le chercheur de Carcosa, je gagne une ressource, je dépense la ressource, j'incline ma croix, je lui inflige un dégât, voilà, chercheur de Carcosa vaincu, et grâce à langue surnaturelle, on rejouera Vamp contre le prochain chercheur de Carcosa. Voilà. Chapelet de malédiction. Je vais peut-être accélérer, discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes.
échappe automatiquement à cet ennemi et place une fatalité sur lui. Il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round, découvre un indice dans votre lieu, et, deuxième choix possible, si cet ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu, gagne une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Bon, le premier effet c'est évasion automatique, plus gain d'indice, mais on met de la fatalité en jeu, et on ne peut pas infliger de dégâts à cet ennemi avant le round suivant, donc la fatalité on la supprime pas tout de suite. Deuxième effet possible, vaincre automatiquement un ennemi non élite qui a de la fatalité sur lui, et gagner des ressources. Alors au minimum ça veut dire qu'on se rembourse le chapelet de malédiction, mais si on est dans un scénario avec plein de postes de fatalité sur les ennemis, potentiellement c'est aussi un générateur de ressources. Et le premier effet empêche les dégâts, mais pas que l'ennemi soit vaincu. Donc avec l'angle surnaturel, vous pouvez enchaîner. Première action, j'échappe automatiquement à l'ennemi, je lui mets une fatalité sur lui, je gagne un indice, et ça m'a coûté une ressource. Deuxième action, je paye une deuxième ressource, il a une fatalité sur lui, donc il est vaincu, je regagne une ressource, donc pour une ressource et 2 actions, j'ai vaincu un ennemi, non élite automatiquement, tout en gagnant un indice dans son lieu. Allez, je vais continuer à citer Dunwich. Alors je cite beaucoup Dunwich parce que j'y ai joué récemment, j'y ai retrouvé un petit peu goût à cette campagne, et comme c'est la première campagne sortie, il y a moins de risques que je fasse des spoilers que si je mentionne le 5e scénario de la civilisation oubliée ou le 8e du cercle brisé. Voilà. Donc voilà, vous jouez Dunwich, il y a l'agglomérat de sphères, 2 actions plus une ressource pour vaincre un ennemi qui a 6 points de vie, qui est chasseur, qui a 4 d'évasion et qui vous bouffe vos armes de mêlée. Bon, je trouve que c'est intéressant. Drainer l'essence. Alors, test de volonté de difficulté X, X étant la valeur de combat de l'ennemi. En cas de réussite, déplacez un dégât de votre investigateur vers cet ennemi, jusqu'à 2 dégâts s'il est non élite. Mieux que le soin, il y a le déplacement de dégâts. Et là, voilà, grâce à l'angle surnaturel, une copie de Drainer l'essence, c'est 4 dégâts que vous déplacez de votre investigateur vers l'ennemi. Trésor, ouais, bon, c'est utilisable par tous les mystiques, par exemple les mystiques qui, si vous jouez en expert, voilà, vous jouez en expert, vous utilisez les sorts qui sont dans la boîte de Jacqueline Fine, dans le deck, le deck préconstruit de Jacqueline Fine, je crois que c'est Flamme Azurée, voilà. Quand vous piochez le +1 ou le signe des anciens, et peut-être aussi le 0, vous subissez 1 ou 2 dégâts selon le niveau de la carte, drainez l'essence, hop. Vous rebalancez sur des ennemis. Alors, certaines cartes nécessitent de faire des tests. Pour rappel, tenue élégante, on diminue de 2 la difficulté des tests de compétences qu'on effectue lors des actions discussion. Donc, chaque fois que j'ai mentionné une carte qui dit faites un test de telle difficulté avec tenue élégante, c'est plus difficulté X, c'est difficulté X-2. Et si X-2 c'est 0 ou moins, c'est ramené à 0. Quand la difficulté est 0, c'est vous réussissez à moins d'un effet d'échec automatique. Donc, vous faites un deck, discussion, vous mettez un certain nombre d'événements. Vous allez donc faire plein de discussions. Parmi ces discussions-là, il y a des tests. Vous mettez tenue élégante, la question ne se pose pas trop. Alors, si en plus de vous demander de faire des tests, on vous demande... Enfin, non, c'est pas comme ça que je veux dire. Si, malgré tenue élégante, la difficulté des tests est non nulle, vous pouvez envisager de mettre dans votre deck bien habillé pour vous donner un bonus de +4 à la compétence testée. Surtout si la carte vous demande un certain degré de réussite à vos tests.
Pareil, raillerie. Raillerie, s'il s'agit d'un test de compétence sur ou contre une carte rencontre, y compris combattre, s'échapper ou discuter, raillerie gagne 2 icônes libres pour chaque trait choisi que possède cette carte rencontre. De base, il y a un icône libre. Quand vous mettez la carte dans votre deck, vous mettez 2 traits. C'est une carte personnalisable. Je vous renvoie à ma vidéo sur les options de personnalisation. Pardon. On peut notamment rajouter 2 autres traits. Il y a une option pour récupérer une copie de raillerie dans sa main quand on devient engagé avec un ennemi qui a un de ces traits-là. Si vous connaissez la campagne, que vous choisissez bien les traits, ou alors que vous dites je connais pas la campagne, dans le doute je vais choisir humanoïde et monstre, cette carte-là, elle vous dit, quand vous faites un test de discussion, en attribuant cette carte, vous donnez un +3. Et si vous, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo, et je sais plus quelle autre vidéo où j'en ai parlé. Si vous connaissez la campagne que vous choisissez bien, raillerie, c'est oh tiens, j'affronte un ennemi qui est humanoïde et élite, j'affronte. L'ennemi est humanoïde et élite, je veux faire une discussion, j'attribue raillerie, je me donne un +5. +1 de base, +2 pour humanoïde, +2 pour élite. Voilà. Donc, génial. Bon, depuis tout à l'heure on parle de discussion, évidemment, la principale utilisatrice de langue surnaturelle, c'est Alessandra Zorzi. Voilà. Tout simplement. Et sa carte signature. Sa carte signature est un événement qui mentionne la discussion, mais comme c'est un événement qu'il faut attacher, pour le coup, séduire, la carte signature en question, ne peut pas être une cible de langue surnaturelle. Ça peut, mais ça marche pas. Alors là, j'ai préparé cette vidéo il y a très longtemps. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, j'ai été occupé, j'étais pas chez moi, j'étais malade, j'avais plus de voix, ça va mieux. Donc je me souviens plus pourquoi j'avais mis cet onglet là, mais de mémoire, voilà. Les événements de discussion de niveau 0, alors discours motivant, moi je le joue pas. Hold up, bof. Interroger, bof. Persuasion, bof. Gagner du temps, jusqu'à présent je crois que je l'ai jamais joué. Escroquerie, oui. Fausse reddition, bof. En tout cas je l'ai jamais joué. Semer la zizanie niveau 0, ok. Vamp de niveau 0, oui, on le met dans son deck en attendant Vamp de niveau 2. Chapelet de malédiction, oui. Drainer l'essence, pourquoi pas, ça va dépendre du deck. Mot de pouvoir, cette carte est trop prise de tête, je la joue jamais. Donc en fait, niveau 0, il n'y a que Chapelet de malédiction que je trouve vraiment qui me donne envie de mettre langue surnaturelle. Du coup, pour autant que je me souvienne, lors de mes quelques tests d'Alessandra Zorzi, mon plan d'amélioration de deck, c'était deck de niveau 0, je n'ai pas langue occulte. Et à un moment donné, avec le gain d'XP, je mets dans mon deck une carte qui augmente ma taille de deck. Je me souviens jamais si c'est marché noir ou marché illicite, la carte qui vous donne droit à 10 cartes en plus et qui vous fait faire un mini deck de cartes illicites, voilà. Et quand je mets cette carte-là, parmi les 10 cartes que je rajoute à mon deck, je mets 2 copies de langue surnaturelle. Mais, tant que dans mon deck, donc niveau supérieur à 0, voilà. Moi, langue surnaturelle, je le veux, je trouve que la carte se justifie quand c'est pour rejouer déconcerté. Ah tiens, j'ai oublié de mentionner énigme existentielle, c'est bizarre ça. Bon, voilà, j'aime beaucoup énigme existentielle. Donc, quand je veux langue surnaturelle, je le veux pour rejouer déconcerté
ou énigme existentielle dans certains types de decks, ou mouchard, oui, j'aime beaucoup mouchard, semer la zizanie niveau 5, non, vamp de niveau 3, oui. Mais tant que j'ai pas ces cartes-là dans mon deck, la langue surnaturelle ne m'intéresse pas. Et le problème que j'ai eu avec Alessandra Zorzi, je mentionnerai quand je ferai la vidéo, sa vidéo de deck, probablement seulement en janvier, mais 2 copies de déconcerté, plus 2 copies de mouchard, plus 2 copies de vamp, 3 plus 3, plus 2, 8, x 2, ça fait 16, plus faire du charme, plus la carte qui lui donne accès donc à ce mini deck de cartes illicites, ça fait beaucoup d'XP, voilà, c'est la difficulté, donc voilà. Bon, je donnerai ma conclusion dans le bilan fin de vidéo. Alors, la première carte m'a fait, pris la durée que normalement j'espère consacrer l'entièreté de la vidéo, donc je vais essayer d'aller vite. Deuxième carte, ton mal en patience. Événement de niveau 0, qui coûte 0, trait double. En tant que coût supplémentaire pour jouer ton mal en patience, dépensez une action. Lors de votre prochain tour, vous avez le droit d'effectuer 2 actions supplémentaires. Donc c'est la carte double des cartes neutres. C'est la carte double des cartes neutres. Concrètement, cette carte-là, une action pour la jouer, plus la deuxième action. Donc, tour N, vous dépensez 2 actions. Tour N plus 1, vous gagnez 2 actions, c'est un transfert d'action. Alors ça rappelle la carte La montre goussée en or. Niveau 4, exceptionnel, donc elle coûte 8 XP, elle occupe un emplacement d'accessoire. Réaction, quand une phase débute, retirez... c'est pas celle à laquelle je pensais. C'est bizarre. Bon bref. Réaction, quand une phase débute, retirez de la partie la montre goussée en or, sautez cette phase. Réaction, après la fin d'une phase, retirez de la partie la montre goussée en or, répétez cette phase. Donc cette carte-là vous permet, par exemple, à la fin d'une phase d'investigation, de dire on refait une phase d'investigation. Alors, refaire une phase d'investigation, c'est 3 actions en plus pour chacun, voire plus si vous avez du gain d'action. Cette carte-là, je sais que à l'époque, elle était... je dirais pas jusqu'à dire qu'elle était vantée, mais en tout cas j'ai vu des commentaires de gens qui avaient trouvé ça génial. Je sais que... Voilà. Moi je l'ai jamais joué. Je l'ai déjà mentionné dans certaines de mes vidéos, à l'époque de Dunwich. Alors déjà, moi, quand j'ai commencé à jouer, on était en cours de publication de Carcosa, et à l'époque je galérais, et j'avais des decks qui avaient jamais assez d'XP pour prendre une carte à 8 XP. Bon. Voilà, donc ça fait partie des vieilles cartes que je n'ai jamais jouées. Mais la carte que je pensais voir affichée là, voilà, c'est Sursis. Sursis, donc niveau 3 exceptionnel, pour une action, on place une ressource sur Sursis en tant que clic, jusqu'à un maximum de 3 clics, pas d'attaque d'opportunité, forcé, quand votre tour débute, retirez tous les clics de Sursis, vous avez le droit d'effectuer autant d'actions supplémentaires à ce tour. Alors, pareil, carte que je n'ai jamais jouée, mais Sursis, ça vous dit, au tour N, vous dépensez jusqu'à... vous dépensez jusqu'à 3 actions, et il se passe rien. Prochain tour, vous devez gagner ces actions, mais ces actions gagnées, vous pouvez les dépenser pour remettre des clics. Donc Sursis, ça vous dit, chaque fois qu'il y a une action que je ne veux pas utiliser, je la reporte au tour prochain, et je peux faire ça de façon indéfinie. Donc potentiellement, premier round, j'ai que 2 actions à faire, je mets un clic. Bon, deuxième round, j'ai 4 actions. J'utilise 2 actions pour mettre 2 clics. Puis au troisième round, je mets 3 clics, et ensuite à chaque tour, j'utilise 3 actions pour mettre des clics, et dernier round, voilà, ça y est, maintenant j'utilise mes 6 actions. Ok. Voilà. Ton mal en patience, on gagne pas d'actions, on les décale. Souvent, on discute, pour les cartes, on discute de gain d'action. On va dire, là, en une action, je fais l'équivalent de 2, c'est du gain d'action, Mais, moi je trouve, il n'y a pas que
le nombre d'actions, le nombre d'équivalents d'actions qui comptent, il y a à quel moment on les utilise. Par exemple, vous avez un ennemi, alors je me souviens pas comment il s'appelle ce début de Carcosa, vous avez un ennemi qui se soigne. C'est un des invités du deuxième scénario de Carcosa. Vous avez un ennemi qui se soigne. Mettons qu'il a 8 points de vie, je sais plus. Vous le combattez, vous faites 2 dégâts par action. Il a 8 points de vie, donc vous dites, il me faut 4 attaques réussies. Vous jouez en standard, votre deck est efficace, vous dites, normalement, je fais 4 attaques, je lui fais les 8 dégâts, il est vaincu, on n'en parle plus. Sauf que, pendant votre tour, vous avez 3 actions. Donc en fait, vous allez faire 3 actions d'attaque, vous lui faites perdre 6 points de vie, face des ennemis, face des ennemis, il se régénère, de 2, toujours si ma mémoire est bonne. Du coup, round prochain, il n'est plus qu'à 2 points de vie restants, il a 4 points de vie restants, vous devez faire 2 autres attaques. Donc en théorie, il vous suffisait de 4 attaques, en pratique, vous avez eu besoin de 5 attaques. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas pu enchaîner les 4 attaques. Le fait de ne pas pouvoir faire la quatrième... Le fait de ne pas pouvoir faire la 4e attaque juste après la 3e et avant la régénération vous a fait perdre une action, la 5e attaque. Donc des fois, on se soucie pas uniquement du nombre total d'actions, mais du nombre d'actions entre 2 événements. Combien d'actions j'ai pour tuer les cultistes avant la phase du mythe, parce qu'à la phase du mythe, l'intrigue avance si je n'ai pas tué les cultistes. Combien d'actions j'ai pour me déplacer vers un lieu parce qu'il faut que je sois dans ce lieu, parce que à chaque phase d'entretien où je ne suis pas dans le lieu, il se passe un événement. Voilà. Pour tout ça, il y a ton mal en patience. Donc, voilà, ton mal en patience, on le rentabilise quand on a un bonus pour un round, ou pour un tour, parce qu'on a 2 actions de plus à faire avec le bonus. Donc, j'ai cherché les cartes qui mentionnent, jusqu'à la fin du round, jusqu'à la fin de la phase, jusqu'à la fin du tour. Si je fais des fautes de frappe, il y en a de plus. Bon, alors, j'ai pas été exhaustif, bien sûr, je vais en mentionner quelques-unes, par exemple, l'œil stygien, coût 10, -1 par pion maudit d'un réserve du chaos. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez +3 à chacune de vos compétences. Au lieu d'avoir +3 pour 3 actions, vous avez +3 pour 5 actions. L'encyclopédie, cet investigateur dans votre lieu gagne +2 à une compétence de votre choix jusqu'à la fin de la phase. Vous pouvez le faire sur vous ou sur un autre. Par exemple, vous devez vider un lieu de ses indices. Première action, vous utilisez encyclopédie. Grâce à ton mal en patience, il vous reste 4 actions. 4 actions d'enquête à +2. Le pouvoir de l'esprit, pareil. Au lieu d'avoir 3 actions de combat avec une bonne valeur de compétence, vous en avez 5. Alors Rita Yang, c'est avec sa carte signature. Rapide à jouer lors de votre tour, redressez et engagez tous les ennemis dans votre lieu. Pour le reste de votre tour, chaque fois que vous échappez un ennemi, vous avez le droit de lui infliger un dégât au lieu de l'incliner et de vous désengager de lui. Tous les autres effets de l'évasion réussis s'appliquent toujours. Donc Rita Yang, une fois par round, elle peut infliger un dégât à un ennemi, après lui avoir échappé. Avec Je ne fuirai plus, à chaque fois qu'elle va échapper à un ennemi, si elle choisit de ne pas l'incliner de s'en désengager, elle inflige un dégât. Donc, le tour où Rita Yang joue cette carte-là, elle peut faire 3 évasions pour 3 dégâts, plus le dégât de sa capacité. Et là, 2 actions de plus, elle peut monter jusqu'à 6 dégâts, si elle réussit ses 6 évasions. C'est pas négligeable. Alors évidemment, il faut réussir les évasions en question. Voilà. Vision ésotérique. Tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour. Donc passez de 3 à 5 enquêtes à difficulté -2. Et difficulté -2, ça vous ramène peut-être à difficulté 0, et si c'est le cas, c'est-à-dire que même un combattant avec 1 d'intelligence devient un bon enquêteur pour
un tour. Boîte d'allumettes, même principe, pendant un tour, -1 de valeur occulte. Serrez les dents. Serrez les dents, rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence. Vous gagnez +1 à chacune de vos compétences pour le reste du round. Première action, vous échouez. Alors ça par contre c'est dur à programmer, mais alors première action ou même phase du mythe, mettons cas idéal. Donc voilà, au round N, vous jouez Ton mal en patience. Round N+1, vous avez serré les dents en main, donc vous voulez rater le premier test de compétence du round. Vous piochez une carte rencontre. Mettons, c'est un... comment ça s'appelle déjà ? Reste pourrissant. Alors, les survivants ont comme une bonne volonté, mais vous piochez reste pourrissant, vous dites, bon, je ne booste pas le test, et je croise les doigts, j'espère le rater. Potentiellement, avec partir perdant, je crois que ça, avec partir perdant, vous augmentez la difficulté du test. C'est risqué, hein, parce que ça veut dire se prendre plus d'horreur, mais vous ratez votre test de reste pourrissant, vous jouez serrer les dents, vous avez 5 actions à +1 à chacune des compétences. Voilà. Et combiné à facilité d'apprentissage, alors, il y a une FAQ, maintenant, c'est plus que pendant votre tour hein, que la difficulté est changée. Donc, phase du mythe, avec facilité d'apprentissage en double, la difficulté augmentée de 2, donc vous avez de forts risques de rater. Vous jouez serrer les dents, vous avez +1 vos compétences pour chacune de vos 5 actions, mais en plus de ça, vous avez -2 à la difficulté à partir de la 3e action, donc les actions 3, 4, 5, tout en ayant le +1. Et tant que j'y pense, si vous faites un deck Wendy Adams, diminution de difficulté, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ce style de deck, eh bien, le but du deck, c'est d'avoir 5 actions pour profiter de la diminution de difficulté sur 3 actions par tour. Avec Ton mal en patience, on profite de la diminution de difficulté sur 5 actions pendant un tour. Bouée de sauvetage, on a X actions supplémentaires, où X c'est le nombre de tests auxquels on a échoué pendant son tour. Donc on a 5 actions pendant son tour. On va rater de 0 à 5 fois. Si on estime que le nombre est suffisamment important, on joue bouée de sauvetage, on a encore plus de tests. Ça va être pour les cas où vous voulez réussir, donc vous allez tester autant de fois que possible, mais l'échec n'a pas de conséquences négatives. Encore une fois, le cas du lieu final de scénario avec 3 indices par investigateur. Voilà, c'est ça, vous avez, grâce à Ton mal en patience, vous donnez 5 actions pour vider le lieu de ces indices, et ben, vous faites 5 enquêtes. Vous en avez raté, si à l'issue des 5 enquêtes, il reste au moins un indice sur le lieu, vous jouez bouée de sauvetage, pour vous donner, de 1 à 5 enquêtes supplémentaires, pour avoir autant de chances de prendre ce dernier indice, parce que dès que vous l'avez, fin du scénario. Colte de poche, je vais passer. À la fin du tour où vous l'utilisez, il est défaussé. Donc vous voulez vraiment utiliser ces 5 munitions en un seul tour. Lupara, vous avez des bonus pour toutes les utilisations pendant le tour où il arrive en jeu. Donc vous voulez l'utiliser au maximum. Donc si vous avez un système de rechargement ou le kit d'entretien, vous dites voilà 5 actions pour faire 5 tirs de Lupara. La masse. Alors la masse de niveau 4, elle a une action, elle a une capacité qui coûte une action. Vous combattez à +1 pour faire +1 dégâts. Elle a une capacité qui coûte 3 actions, vous avez +5 et vous infligez +5 dégâts. Dans un deck standard, avec un nombre d'actions standard, ça veut dire que soit vous pouvez combattre 3 fois à +1/+1, pour infliger un total de 6 dégâts, soit vous combattez une fois avec l'autre action, à +5/+5, pour un total de 6 dégâts, plus de chances de réussite. Mais bon, si vous ratez cette action-là, vous faites 0 dégâts, et votre tour est fini. Avec 2 actions de plus,
et ben vous pouvez, par exemple, vous commencez par la deuxième capacité, vous avez un ennemi face à vous qui a 6 points de vie, vous dites, j'utilise la deuxième capacité, pour le vaincre en un coup, c'est raté, bon bah, je peux faire 2 fois la première capacité, moins de chances de réussite, mais si je réussis, je le blesse quand même un petit peu. Écrit dans les étoiles, vous attribuez la carte défaussée depuis le dessus de votre deck à tous les tests éligibles de votre tour. Bon ben, potentiellement 2 tests éligibles de plus. Amanda Sharp, elle attribue une carte compétence à chaque test de son tour. Même chose, vous arrivez à la fin de la partie, vous avez une action à faire plein de fois, soit plein de dégâts à l'ennemi, soit plein d'indices à trouver. Vous glissez sous sa carte investigateur un bon bonus, et ben vous avez le bon bonus plus de fois. Ah oui, et voilà, dernière carte, dédoublée. Comme je l'ai dit à chaque fois, les cartes qui ont le trait double, elles ont un effet puissant qui justifie qu'on dépense 2 actions pour les jouer. Avec des doublés, vous payez un total de 3 actions pour avoir 2 fois l'effet de la carte. Avec ton mal en patience, concrètement, c'est vous dépensez un total de 3 actions, donc si vous n'avez pas de gain d'action autre, vous renoncez à votre tour, mais le tour suivant, vous avez plus 2, et encore plus 2, donc un total de 4 actions bonus, ou a priori 7 actions. Voilà, donc tout ce que j'ai dit sur le fait d'avoir plein d'actions pour profiter d'un avantage, là vous êtes passé quand même de 3 à 7 actions. Vous faites plus qu'un double tour. Et enfin, dernière carte de cette vidéo que j'ai déjà mentionné plein de fois. Bien habillé. Compétence, un icône libre, trait, entraîné et chance. Tant que bien habillé est attribué un test de compétence lors d'une action discussion, elle gagne 3 icônes libres. Donc un total de 4. Alors on va commencer par les traits. Ça, le trait entraîné, ça se tuteur avec la perfection vient de l'entraînement. Par contre, je viens d'y penser, voilà, la carte a le trait chance. Rex Murphy ne peut pas la mettre dans son deck. Voilà, c'est une petite mention en passage. Donc voilà, vous avez une carte de compétence qui vous donne un gros bonus quand vous faites un test de compétence lors d'une action de discussion. Donc, qu'est-ce qui fait discuter? Qu'est-ce qu'il y a des tests? On peut mentionner ce que je disais en début de vidéo. Voilà. L'idéal, quand même, quand une discussion vous impose de faire un test, c'est d'utiliser tenue élégante pour diminuer la difficulté au maximum et idéalement se ramener à difficulté 0. Parce que il vaut mieux baisser la difficulté de 2, il vaut mieux baisser la difficulté de 2 plutôt que d'augmenter sa valeur de compétence de 2. On dit qu'il vaut mieux baisser de 2 la difficulté que d'augmenter de 2 sa valeur de compétence, parce que si on se ramène à difficulté 0, il n'y a que l'échec automatique qui fait échouer, même si on a 1 de valeur de compétence et qu'on a pioché un -8. Donc généralement, on préfère se ramener à difficulté 0 avec la tenue élégante, mais se donner un +4 avec bien habillé, ça va servir quand on peut pas se ramener à difficulté 0, et quand on veut de la réussite nette, quand on veut réussir d'un certain nombre de points. Par exemple, avec escroquerie. Discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test d'agilité de difficulté 0. Pour chaque point de réussite, gagnez une ressource, jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec, cet ennemi vous attaque. Bon, mettons que vous avez une valeur de compétence de 4, vous faites un test à 4 contre 0, vous jouez en standard, vous attendez à piocher un -2, donc à réussir de 2. Donc cette carte-là est moins bien que planque. Maintenant, avec bien habillé, vous testez à 8 contre 0, en standard en début de campagne vous attendez à -2, donc à une réussite de 6. Cette carte-là vous donne 2 fois plus de ressources d'un coup qu'une planque. Voilà, par exemple. Évidemment, bien habillé, on pense en priorité à Alessandra Zorzi. Qu'est-ce que j'allais dire?
Ah oui, ça c'est pareil, je l'ai déjà mentionné dans des vidéos et je pense que j'y consacrerai un gros morceau. Et ah oui, j'ai aussi fait un sujet sur le forum à propos de ça, et je le mentionnerai dans ma vidéo de deck. Je trouve qu'Alessandra Zorzi a beaucoup de cartes auto-include comme on dit, parce que elle discute, donc on veut 2 fois la tenue élégante. À partir du moment où on veut réussir les tests de discussion qui n'ont pas une difficulté de 0, on a envie de mettre 2 fois bien habillé. On veut mettre faire du charme. On va être tenté de mettre d'autres cartes, et on se dit, bon ben, sur les 30 cartes que je peux mettre dans mon deck, je trouve pas que je puisse en choisir 30. J'ai l'impression que c'est plutôt, j'en choisis, je sais plus, 22 ou 24, parce que les autres me sont quasi imposés. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, sa carte compétence, c'est séduire. C'est une discussion, voilà, enfin, un événement qu'on attache à un ennemi non élite, et la carte a l'effet action discussion. Soit vous déplacez l'ennemi attaché vers un lieu connexe révélé, soit vous effectuez une action échappée à ou enquêter basique dans son lieu, en cas d'échec d'un test de compétence, blablabla, défaussé. Bon. Et ça se joue depuis... Enfin, ça s'active depuis n'importe quel lieu. Donc Alessandra Zorzi, grâce à séduire, elle peut enquêter ou échapper en faisant des discussions. Donc, au bon moment, bien habillé, c'est un +4 pour une évasion, ou un +4 pour une enquête. Et, petit rappel, c'est mentionné, voilà, dans tenue élégante, voilà, diminuer lors des tests que vous effectuez lors des actions, et tous les tests de compétences qui sont alors nested, donc inclus, ça marche aussi. Et donc, selon la même logique, bien habillé, ça marche aussi pour les tests de compétences inclus dans les discussions. Alors j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais si vous arrivez à faire une action de discussion et que dans une des fenêtres d'action rapide de cette action de discussion, vous êtes amené à faire un test, ce test est inclus dans l'action de discussion, donc vous pouvez attribuer bien habillé à ce test. Donc imaginons que vous arriviez à faire, par exemple le Luger qui vient d'être révélé, c'est un combat en action rapide. Donc vous pouvez faire une discussion, pendant une des fenêtres d'action rapide, vous attaquez au Luger, vous dites je suis dans une action discussion, j'attribue bien habillé, ça me donne un +4 pour mon combat. Alors je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Alors oui, quand même. Oh non, je vais passer au bilan, parce que la vidéo, 1 heure d'enregistrement. Donc le bilan, que je vais essayer de faire court pour changer. Langue surnaturelle. Alors, vous avez des événements, discussions qui sont bons. Vous en avez, alors peut-être pas qu'une seule carte, mais à partir de 2 ou 3 événements, discussions différents, vous incluez langue surnaturelle. Prenons l'exemple 3 événements. Normalement, vous les jouez, alors si vous piochez tout votre deck, vous les jouez un total de 6 fois, avec langue surnaturelle, un total de 10 fois. Alors, si vous avez un deck qui tourne beaucoup, par exemple un deck de chercheurs, les retirer de la partie, ça peut être un peu embêtant, donc vous allez peut-être faire langue surnaturelle en fin de partie quand vous savez que vous ne repiocherez plus une carte. Dans un deck Alessandra Zorzi, la carte semble évidente, mais paradoxalement, comme je l'ai mentionné dans le corps de la vidéo, en début de campagne, je ne mets pas cette carte-là, parce que je trouve qu'en début de campagne, j'ai pas des événements qui ont un impact assez fort pour que je prenne 1 ou 2 emplacements de mon deck pour me dire oh tiens, je vais rejouer une fois de plus l'événement qui me file des ressources, ou je vais rejouer une fois de plus l'événement qui me fait retirer une fatalité d'un ennemi. Je vais attendre d'avoir la possibilité de rajouter des cartes à mon deck via j'oublie toujours le nom de cette carte, je sais plus, marché illicite, enfin bon, le permanent, qui fait rajouter des cartes dans son deck et se faire un mini deck illicite. Voilà, c'est à ce moment-là où mon deck passe de 30 à 40 cartes.
que je rajoute 2 copies de langue surnaturelle, qui seront dans mon vrai deck, et je mets je mets 10 cartes illicites dans le mini-deck illicite, et voilà. Et là, je me dis, bon, à partir de maintenant, langue surnaturelle prend toute son efficacité, mais avant, c'était trop tôt. Ton mal en patience, 2 actions de moins ce tour-ci, pour avoir 2 actions de plus le tour prochain. À partir du moment où vous pensez que dans un scénario, il y aura des moments où vous voudrez faire plein de choses entre deux limites temporelles, par exemple. Un tour où vous voudrez faire plein d'actions entre une phase de mythe et une phase d'entretien, ou entre une phase des ennemis et une autre phase des ennemis, voilà. Et ben, cette carte-là présente de l'intérêt. Elle sera peut-être pas jouée à tous les scénarios, parce que des fois on joue un scénario, à chaque tour on veut jouer ces 3 actions. On se dit jamais, oh là ça va, je peux sacrifier ma 2e et 3e action. Mais une copie dans des decks, une copie dans un deck, soit parce que le deck a des cartes du style jusqu'à la fin de votre tour, vous avez un gros bonus, ou jusqu'à la fin du round, vous avez un gros bonus, ou alors si vous savez que dans la campagne, il y a des effets de temps en temps qui font qu'on a envie de faire plein de trucs avant la fin du round, ça se justifie. Je mentionnais Carcosa, début de la campagne, un ennemi, à la fin du tour il se soigne. Faudrait l'achever avant qu'il se soigne. Autre chose, Carcosa, les chercheurs de Carcosa, donc scénario Les Échos du Passé, je crois que c'est chaque fin de phase du mythe, hop, une fatalité de plus. On veut les éliminer vite. Donc potentiellement, il y a des moments où on se dira, bon, celui-là, je peux pas le vaincre ce round-ci, par contre avec 2 actions de plus au round prochain, là j'ai la certitude de le vaincre. Voire même une combo du style, ce round-ci, je peux pas le vaincre, par contre au round prochain, si j'ai 5 actions, je vais dans un lieu, je joue coup de semonce, j'en envoie un dans le lieu d'un autre, il y en a 2, je joue explosion de dynamite, les 2 sont vaincus, hop, 4, 6 fatalités retirées du jeu d'un coup, voilà, c'est bien rentabilisé. Donc carte très conditionnelle. Voilà. Faudra voir à chaque deck, vous direz, est-ce que vu le deck, est-ce que vu la campagne que je joue, j'en ai besoin. En général, ce sera maximum une par deck. Et bien habillé, si vous voulez faire plein de tests de discussion, encore plus si dans votre deck vous avez la perfection vient de l'entraînement, et ben voilà. Alors, des actions de discussion qui nécessitent des tests, c'est à considérer sérieusement. Alors moi, ça fait maintenant quelques mois que j'ai fait mes parties avec Alessandra Zorzi, donc j'ai plus mes conclusions en tête, mais pour autant que je me souvienne, j'en étais venu à la conclusion que cette carte-là n'est pas indispensable. Parce que, par exemple, Vamp de niveau 3, je dois faire des tests de difficulté 2. Si j'ai tenue élégante en jeu, la difficulté 0, j'ai pas besoin de me booster, j'ai simplement besoin de ne pas piocher échec automatique. Donc, on peut faire un deck avec beaucoup d'actions discussion et de ne jamais avoir besoin de booster sa valeur de compétence. Donc, c'est quand même très bon, mais c'est moins auto-include que je le pensais au début. Voilà. Je vais m'arrêter là, 1h05 presque, midi 12, j'ai faim. Bon. Donc désolé pour le temps que ça a pris. Prochaine vidéo, si je dis pas de bêtises, seulement 2 cartes. Étoile de l'aube et Reliquaire occulte. Vidéo suivante, les 2 dernières cartes neutres. Ensuite 2 vidéos sur les cartes faiblesse. Et ensuite les vidéos sur les decks des 5 investigateurs qui ne seront probablement mises en ligne qu'en janvier. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.